qui est de la faculté de Batna. Merci, Monsieur le Président, et je vous remercie pour votre confiance. Je remercie également le professeur Tliba pour m'avoir honoré de cette participation à ce jury. Je suis bien sûr très content de venir à Bijaya, même si j'aurais aimé passer la nuit pour profiter un peu de la plage. Et vu les circonstances un peu particulières, on comprend. Pour le docteur Bougit, qui est pour moi très connu pour ses compétences, ses qualités, je le félicite pour l'aboutissement de son travail. Je n'ai aucun doute qu'il a apporté beaucoup au CHU de Bijaya et je suis sûr qu'il va le faire encore plus. Pour la présentation, je pense que on doit faire quelques remarques et on s'excuse. On s'excuse parce que normalement, peut-être c'était votre justement de vouloir tout montrer, tout. Donc vous avez un peu dépassé le temps, mais sinon la présentation était très claire, les diapos étaient très aérés, avec une petite remarque concernant les références, lorsqu'ils sont cités sur les diapos, les règles changent. Donc on ne cite pas 63, 64 parce que les auditeurs ne connaissent pas 63. Donc il faut 1, 2 et les citer en bas. Donc pour le manuscrit, je pense que la forme, on a déjà formulé quelques remarques. Moi, je dirais des omissions qui, je pense, vont être... Mais sinon, le style de la rédaction a été, pour moi, j'ai beaucoup apprécié. J'ai expertisé pas mal de thèses. Et franchement, j'ai beaucoup apprécié. Donc ça montre justement vos qualités scientifiques. Alors pour le fond... je pense que c'est clair, c'est un sujet très pertinent, c'est le traumatisme crânien et j'en prends en charge au service des urgences médico-chirurgicales. Et donc vous êtes intéressé au pronostic, qui est une entité quand même multifactorielle. Et parmi ces facteurs, c'est l'hyperglycémie de stress. Et comme ça a été déjà souligné, je pense que les questions étaient claires, avec une méthodologie suivie qui était adaptée, et les réponses à ces questions, donc l'objectif atteint. Cependant, voilà, tout travail, comme l'a dit le professeur Boubzali, tout travail doit être critiqué. Quelques remarques, quelques précisions que je demande sur le fond. Donc, vous avez cité à 2 reprises minimum que l'hyperglycémie de stress a été largement démontré que c'est un facteur de mauvais pronostic par plusieurs études. Donc, pour moi, pourquoi vous ne vous êtes pas intéressé aux autres aspects de cette hyperglycémie, notamment sa durée durant l'hospitalisation, cette variabilité que vous avez déjà soulevée comme problématique, sa variabilité durant le séjour, et notamment la fréquence des hypoglycémies et le rôle des hypoglycémies, notamment lorsque vous avez utilisé l'insulinothérapie par voie sous-cutanée. Et on voit la biodisponibilité et les hypoglycémies qui peuvent être engendrées par l'insulinothérapie par voie sous-cutanée. Et d'ailleurs, je pose la question qu'il faudra répondre, pourquoi vous n'avez pas utilisé la voie IV? Parce que c'est des malades de réanimation, des malades graves. Et je pense, à mon avis, on contrôle mieux justement ces hypoglycémies. Donc ça, c'est pour la première remarque. Donc pourquoi pas les autres aspects de cette hyperglycémie. Alors, deuxième question. Vous avez choisi comme critère principal, c'est la mortalité. Mais on voit pas, vous n'avez pas détaillé quelles sont les causes de cette mortalité. Est-ce que c'est des causes neurologiques, c'est-à-dire c'est le problème neurologique, ou alors c'est des complications de réanimation et surtout les complications infectieuses, les pneumopathies acquises sous ventilation, ou alors c'est d'autres problèmes ioniques que je ne sais pas. Donc pour moi c'est quand même assez important. Si vous avez, je pense, un malade qui a séjourné jusqu'à 70 jours, alors est-ce qu'il est décédé par un problème neurologique ou bien... Ça c'est la deuxième question. Troisième question, pour les billes de sélection, est-ce que
vous avez éliminé les patients qui sont, c'est-à-dire évolués vers la mort encéphalique durant les premières 24 heures. Vous avez éliminé ceux qui sont déjà en mort encéphalique. Mais ceux qui ont évolué vers la mort encéphalique durant les premières 24 heures, est-ce que vous les avez inclus ou bien vous les avez sortis de l'étude? Et dernière question, enfin dernière, avant-dernière, pour les malades qui avaient un œdème cérébral diffus, je pense 21%, vous les avez tous traités avec l'osmothérapie et les barbituriques, thiopental, pendant 72 heures. Est-ce que ce n'est pas agressif? Pourquoi vous n'avez pas plutôt utilisé une sédation profonde, midazolam propofol, et si ça ne marche pas, d'autant plus que vous n'avez pas le monitorage de la pique de la PPC. Donc pour moi, c'est un peu agressif. Et la dernière question, c'est pour l'évaluation, comme c'est un critère très, très important, c'est le score de Glasgow. Et c'est une question qui revient. Je me rappelle qu'on était résident, il y a toujours des différences entre évaluateurs. L'un dit que c'est 9, l'autre résident dit que c'est 8, et donc ça passe. Si 9 n'est pas inclus, si un autre résident dit que c'est 8, donc il devient inclus dans l'étude. Et donc, qui a fait l'évaluation et comment vous avez pu contrôler ce biais de sélection? Et je réitère mes félicitations à vous, et franchement, vous le méritez, je le dirai depuis longtemps. Voilà, merci. Je vous remercie, professeur Jenan, pour vos remarques. Alors, pour les questions, qui sont un peu nombreuses, il y a 4 ou 5 questions. Essayez de... La première, elle a trait aux aspects de l'hyperglycémie. Voilà, ouais. C'est-à-dire que l'hyperglycémie, pourquoi on n'a pas pris en considération la durée de l'hyperglycémie dans le temps et les épisodes d'hypoglycémie, surtout qu'on a institué une insulinothérapie. Tout simplement pour être concis dans les critères de sélection, parce que nous, l'objectif de notre étude, c'était donc d'évaluer l'hyperglycémie initiale des 24 premières heures. Déjà la définition de notre travail dès le départ concernait cette hyperglycémie des 24 premières heures. C'est pour ça qu'on n'a pas recueilli les glycémies ultérieures, après 24 heures. Maintenant, pour l'incident des hypoglycémies en cours de traitement, la même chose, ça répond à la même logique. Qu'il fasse des hypoglycémies après, ou des chiffres d'hyperglycémie prolongés pendant plusieurs jours, ou bien juste un accès d'hyperglycémie, nous, on s'est contenté d'évaluer cette hyperglycémie initiale, sans tenir compte des autres aspects de la glycémie. Ça, c'est pour donc, la première question qui est de l'hyperglycémie. Deuxième question, pardon, si je... oui, l'œdème cérébral. Voilà, donc là, l'œdème cérébral, la prescription, l'osmothérapie et la neurosédation, c'est vrai que c'était un peu agressif avec le thiopental. J'ouvre ici une parenthèse pour vous dire que parfois, il n'y a que le thiopental comme molécule pour sédater les patients. Et donc on a de plus en plus recours dans notre pratique quotidienne, on a de plus en plus recours au thiopental comme molécule banale de sédation. Ça, il faut le dire, en absence donc tout le temps donc de disponibilité permanente de midazolam et de morphinomimétique. Bon, l'indication, on sait tous que les barbituriques d'action rapide, leur indication, c'est les HIC rebelles. Donc nous, on n'en sait rien. Est-ce que c'est des HIC rebelles ou bien de simples petites œdèmes comme ça? On n'en sait rien. Moi, je ne vous cache pas, on a pris cette habitude de sédater avec le pento, on s'est dit pourquoi pas. Donc les malades qui présentent un œdème, d'une pierre deux coups, on va sédater avec le thiopental. Voilà un peu ma réponse. Mais je conçois, oui, c'est un peu agressif, d'autant plus que le thiopental présente beaucoup d'inconvénients. Surtout donc en matière de traumatisme crânien, surtout donc concernant son retentissement hémodynamique, son retentissement sur l'immunité,
il déprime l'immunité, son retentissement sur même la natrémie, ça entraîne donc une sécrétion inappropriée d'hormones antidiurétiques avec des hyponatrémies. C'est vrai qu'il a beaucoup d'inconvénients, mais ça reste quand même une molécule sûre qu'on sait manier depuis le temps. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question. La troisième question, c'est l'évaluation du score de Glasgow. C'est vrai que c'est un score, l'évaluation, elle est opérateur dépendant, elle dépend de l'évaluateur. Un médecin peut passer, vous dit 8, on peut facilement exclure des patients à cause de cette imprécision. Donc oui, c'est ce qui peut introduire un biais de sélection. Bah, je vous dis tout de suite, l'évaluation a été faite par le médecin qui reçoit le patient. Indifféremment, que ce soit un neurochirurgien ou bien un réanimateur. Celui qui reçoit le patient durant la garde ou autre, il évalue, il retranscrit donc l'observation, son observation sur le dossier. Nous, on prend en considération donc l'examen clinique qui a été fait par le médecin senior qui a réceptionné le patient. Voilà. Il y avait une autre question, quatrième question. Ah. Oui. Absolument. Oui. Donc nous, notre travail, c'était pas une étude qui s'intéressait à l'effet de causalité directe, parce que causalité c'est une autre méthode de recherche qu'il faut faire pour faire le lien entre un phénomène, un événement et un décès. C'est donc l'étude de cause à effet. Notre étude est un travail donc observationnel. Ça peut-être qu'il fallait que je l'inclue dans la méthode de travail et dire objectif principal, mortalité, toutes causes confondues. Il fallait peut-être que je précise, oui, vous avez raison, que je précise mortalité, toutes causes confondues. Comme ça, je lève tout le... voilà, indépendamment de la cause directe du décès. Voilà un peu le... Voilà, je vous remercie. Merci.